Opération cardiaque réussie pour Boris Yeltsin, mais les suites post-opératoires s'annoncent extrêmement délicates. L'Amérique aux urnes, les tout derniers sondages donnent toujours Bill Clinton réélu. La guerre au Zaïre, le Rwanda s'oppose par avance à toute intervention militaire internationale. À Nancy, le petit Johnny, 5 ans, souffre-douleur de ses parents, a quitté l'hôpital. Aujourd'hui, enquête dans ce journal sur les multiples carences révélées par ce fait divers douloureux. Madame, Monsieur, bonsoir. Opération semble-t-il réussie pour Boris Yeltsin. Le président russe est resté 7 heures sur la table d'opération. Avant cette intervention cruciale, il avait délégué tous ses pouvoirs au Premier ministre. À Moscou, pour France 2, Dominique Derda, Éric Messi. L'opération est terminée. Si l'on en croit les communiqués officiels, tout s'est déroulé comme prévu. Pourtant, dans les couloirs de l'Institut Tchazov, une femme fait les 100 pas, c'est Naïna Yeltsina, l'épouse du président russe. On ne sait pas comment ça va se passer maintenant. Il ne nous reste qu'à espérer que tout aille bien, mais nous sommes très inquiets, les enfants et moi. Très inquiets. Les médecins, bien sûr, nous disent que tout s'est bien passé, ils veulent nous rassurer, mais vous connaissez les médecins. Alors, que Dieu fasse que tout aille bien. L'opération a duré 7 heures. C'est Renat Akshorin, l'un des plus éminents spécialistes russes de la microchirurgie vasculaire, qui tient le bistouri. Des pontages coronariens, son équipe en effectue plus de 600 par an. La routine. À tel point qu'ici on opère en musique, de l'opéra à la variété. Il y a quelques jours encore, c'était Julio Iglesias, aujourd'hui paraît-il de la musique classique. Les chirurgiens étrangers, 2 Beckel américains et 2 Allemands, ne participent pas à l'intervention. Ils sont là comme consultants, au cas où, dans une autre pièce. Renat Akshorin sortira soulagé du bloc opératoire. Il vient sans doute de vivre les heures les plus intenses de sa vie de chirurgien. À chaque fois que tu entres dans une salle d'opération, dit-il, tu sens devant n'importe quel patient tout le poids de ta responsabilité, parce qu'il a confiance en toi. Aujourd'hui, j'ai tout fait pour oublier que c'était le président de Russie qui était là. J'ai pensé que c'était un patient comme tout autre. Dans le meilleur des cas, si la phase de réanimation se déroule sans incident, Boris Yeltsin ne regagnera le Kremlin que dans 2 à 3 mois. Il retrouvera alors les innombrables problèmes d'un pays en plein chaos économique. Depuis sa disparition de la scène politique l'été dernier, rien ne s'est arrangé, bien au contraire. Cet après-midi, des milliers de manifestants venaient frapper à la porte de son palais. Ils réclament qu'enfin, on leur verse leurs salaires en retard et ils commencent, disent-ils, à perdre patience. Selon le porte-parole du Kremlin, Boris Yeltsin a repris connaissance en fin d'après-midi, mais, je vous le disais, la période post-opératoire s'annonce extrêmement délicate. Nous retrouvons en direct de Moscou notre correspondant permanent, Dominique Derda. Selon le cardiologue américain Michael Dubake, qui a assisté donc à cette opération, le président russe pourra reprendre ses fonctions de façon tout à fait normale. En fait, ce n'est peut-être pas tout à fait aussi simple. Oui, ben d'abord, comme vous venez de le dire, il y a la période des quelques jours à venir, qui est une période cruciale, très importante, sans doute aussi cruciale que l'opération elle-même. On va voir si Yeltsin survit à ce choc opératoire, s'il n'y a pas de complications, pas d'hémorragie. Et puis ensuite, le vrai test, eh bien, ça sera de savoir si, comme le dit le professeur de Becquet, Boris Yeltsin sera bien capable de diriger le pays. Je vous rappelle qu'il a été élu en juin dernier pour 4 ans. 4 ans, c'est long. Yeltsin a 65 ans. Et la Russie tout entière attend de savoir si cet homme malade a réellement été remis sur pied et s'il est réellement capable de diriger le pays. Parce que depuis son élection, en fait, Yeltsin, on peut dire, ne dirige plus rien. Il y a au pouvoir en Russie aujourd'hui un trio qui est composé de Viktor Tchernomyrdin, le Premier ministre, qui vient de recevoir aujourd'hui par un oukaz signé de Boris Yeltsin, qui a reçu tous les pouvoirs durant le temps de l'opération et durant le temps du réveil de Yeltsin. On dit que demain matin, Yeltsin, une fois qu'il sera en état, signera un nouveau décret qui lui rendra tous ses pouvoirs. Et puis il y a un autre homme, Anatoly Choubaïs. Lui, c'est le chef de l'administration présidentielle, l'homme des privatisations, qui est très impopulaire en Russie, mais qui est sans doute l'un des plus proches de l'actuel président russe. Et puis, encore plus proche d'Yeltsin que Choubaïs, eh bien, il y a sa fille, Tatiana Diatchenko. Tatiana Diatchenko, en Russie, on dit d'elle que c'est un peu la Claude Chirac russe, c'est-à-dire qu'elle est très proche de son père, qu'elle s'occupe de son image, mais aussi, elle a son oreille, c'est elle qui dit à Yeltsin qui il faut recevoir, qui il ne faut pas recevoir, c'est elle qui lui donne les informations. Ces 3 personnes, Tchernomyrdin, Choubaïs et Tatiana, la fille d'Yeltsin, sont sans doute les personnes les plus influentes de Russie aujourd'hui. Si Yeltsin n'est pas capable d'assumer ses fonctions, on imagine que ce sont ces 3 personnes-là qui vont continuer à le faire. Il n'est pas exclu du tout qu'on essaie de nous faire croire pendant quelque temps que Yeltsin peut assumer ses fonctions de président, qu'il peut diriger la Russie, et qu'en fait, derrière lui, dans l'ombre, parce qu'évidemment ce trio n'est pas constitué officiellement, eh bien derrière lui, dans l'ombre, d'autres continuent à tirer les ficelles le temps qu'ils le pourront.
Merci beaucoup Dominique Darda pour toutes ces précisions. Nous vous retrouvons bien sûr dans nos prochaines éditions. Je vous le disais, le président russe est donc resté environ 7 heures sur la table d'opération pour subir un multiple pontage coronarien. En quoi consiste exactement cette opération et surtout, quels sont les risques post-opératoires? Réponse avec Jean-Daniel Fézac. Pour Yeltsin, tout a commencé avec cette machine, une pompe de circulation extracorporelle. Elle a distribué le sang au corps du président russe pendant qu'on débranchait son cœur. Et sur son cœur inerte, les chirurgiens ont effectué des réparations minutieuses. Ils ont branché directement sur la aorte des bouts de veines et d'artères prélevés sur le malade lui-même et ils sont passés au-dessus des zones malades bouchées par le cholestérol des artères nourricières du cœur. Et ils ont fait ainsi 4 pontages. Mais l'opération n'est qu'une étape et tout va se jouer dans les 48 prochaines heures en salle de réanimation. S'il passe ce cap à très haut risque, Yeltsin devra ensuite s'adonner à une réadaptation comme ces malades cardiaques. Il a déjà fait 3 infarctus et même opéré son cœur. Reste un cœur malade. Tout le but de cette opération est de mettre à l'abri d'une complication grave. Et il y a un but à l'opération, ce n'est pas de retrouver une vie normale, c'est de se mettre à l'abri de complications gravissimes. Mais président de Russie est un métier fatigant et contrairement à ses patients bien disciplinés, Yeltsin aura beaucoup de mal à obéir aux conseils de modération de ses médecins. Aux États-Unis, 148 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle, bien sûr, mais aussi le renouvellement de la Chambre des représentants, du tiers du Sénat et la nomination de 11 gouverneurs et d'un très grand nombre de responsables locaux. Le tout dernier sondage donnait encore 11 points d'avance à Bill Clinton sur son rival républicain Bob Dole. Tout de suite, nous retrouvons en direct de Washington Daniel Bilalian. Oui, bonsoir Bruno. Effectivement, c'est parti, ça y est, 148 millions d'électeurs américains ont commencé à voter, à commencer par les 2 grands candidats en présence, à savoir le président sortant Bill Clinton et son concurrent républicain Bob Dole. Mais comme vous venez de le dire, les Américains sont des gens très pratiques. Alors aujourd'hui, ils élisent leur président, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas un jour férié d'abord, donc on travaille et avant cela, on va élire le président, les députés, une partie des sénateurs et puis encore des référendums d'ordre local ou des élections locales comme le shérif, le commissaire de police du coin ou encore le président de l'association des parents d'élèves. Reportage ce matin donc, Thierry Tullier, Jacques Gérard. Comme chaque jour, Prentice de Jesus conduit son fils à l'école. Aujourd'hui, il y a bien une élection aux États-Unis, mais c'est d'abord un jour de semaine et ici, son devoir électoral, on l'accomplit tôt le matin avant de se rendre au bureau. Pour Prentice, une mauvaise surprise l'attend, les électeurs sont venus en masse. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de monde cette fois-ci. Normalement, ça passe beaucoup plus vite que maintenant, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et vous avez combien de temps à attendre ici? J'ai peut-être 45 minutes. Vous votez combien de fois aujourd'hui? Je ne sais pas, une vingtaine de fois. À Arlington, en Virginie, comme partout aux États-Unis, on ne vote pas que pour la présidentielle. Pendant que Prentice prend connaissance de ce sur quoi il va se prononcer, à l'extérieur, les militants de Bill Clinton occupent le terrain. Les gens votent aussi sur des problèmes locaux. Ils doivent faire un choix sur le système de transport. Il y a aussi une question sur les écoles publiques. Prentice parvient enfin jusqu'à l'isoloir. Le vote est ici totalement géré par l'informatique. Prentice a depuis longtemps fait son choix. J'ai voté pour Clinton parce qu'il représente mieux, je crois, que le futur des États-Unis plus que Robert Dole. Changement de décor dans un bureau de vote d'un quartier noir de Washington. Il y a moins de monde à cette heure de la journée. Oui, les gens ne se bousculent pas, surtout pour l'élection présidentielle. Les électeurs ne se retrouvent vraiment dans aucun parti. Traditionnellement, aux États-Unis, la participation électorale est plus faible qu'en Europe. En 1992, par exemple, lors de la précédente élection présidentielle, à peine un électeur sur 2 a accompli son devoir électoral. Revenons à l'enjeu politique de cette élection. Bruno Ledreff, un triple enjeu pour le président Clinton. Oui, on l'a dit, le président Clinton devrait être réélu facilement. Donc l'enjeu est ailleurs. En ce moment même, on vous l'a déjà dit, on élit les représentants, l'équivalent de nos députés, et les sénateurs. Depuis 1992, le président et ses ministres démocrates doivent donc gouverner avec un parlement républicain qui ne leur facilite évidemment pas la tâche. C'est un peu, si vous voulez, comme en France, à l'époque de la cohabitation.
C'est pourquoi Clinton a besoin d'avoir une assemblée en sa faveur qui lui permettrait de mener la politique qu'il veut. Bill Clinton a également besoin d'être élu avec le plus grand nombre de voix possible. C'est le cas de tout candidat à une élection. C'est particulièrement vrai pour lui au moment où il devra faire face à un certain nombre d'attaques. Attaques contre son épouse Hillary, dont le nom est cité dans plusieurs affaires financières et immobilières. Attaques contre son parti démocrate, accusé d'avoir financé une partie de cette campagne avec de l'argent venu de l'étranger. C'est pourquoi les partisans de Clinton attendent avec un peu d'inquiétude le détail des résultats de cette élection. Alors justement, à propos d'attaque, on a vu quelque chose qu'on n'imagine pas en France hier soir à la télévision. Imaginez, à la veille d'une élection présidentielle, sur une grande chaîne de télévision comme France 2, entre 20h30, c'est-à-dire à la meilleure heure, 20h30, 21h30, eh bien un des candidats, c'était Ross Perot, en l'occurrence, qui a lancé des attaques inimaginables contre le président Clinton et son épouse, et qui a également lancé des attaques contre le républicain Buck Dole. Mais plutôt que d'en parler, regardez plutôt. 10 millions de francs pour 60 minutes d'antenne à une heure de grande écoute, Ross Perot peut se l'offrir, il est milliardaire. Il devait se l'offrir, le troisième homme de cette campagne atteint péniblement 10% des intentions de vote dans les sondages. Pour sa dernière intervention, il a frappé fort. Première cible, Bill et Hillary Clinton comparés à des gangsters. C'est comme si on disait à Bonnie et Clyde qu'ils pourraient devenir directeurs de la banque s'ils veulent bien arrêter de voler. Et il poursuit en montrant les photos d'un trafiquant de drogue invité à la Maison-Blanche. Même traitement pour le candidat républicain accusé d'échanger de l'argent pour sa campagne contre des subsides de l'État votés par Dole. Un financier des Républicains a reçu 350 millions d'argent public grâce à Dole. Pour finir, il demande un bel avenir pour les bébés américains, pas un gouvernement d'escrocs. Je ne permettrai pas qu'un pouvoir corrompu vole l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Nous reviendrons bien sûr cette nuit et demain sur ces élections américaines avec une édition spéciale à partir de 23h45 animée par Jean-Loup Dominieux à Washington et Philippe Lefebvre à Paris. La spéciale américaine également dans Télématin avec tous nos envoyés spéciaux aux États-Unis et un certain nombre d'invités, tranche animée par Patrick Chen et Jean-Loup Dominieux. La guerre dans l'est du Zaïre, les autorités de Kinshasa ont reconnu hier soir que les villes de Bukavu et de Goma n'étaient momentanément plus sous leur contrôle. Les combats à Goma semblent avoir été particulièrement meurtriers. Reportage de nos envoyés spéciaux, Martine Laroche-Joubert, Michel Levasseur. À l'entrée de Goma, un camion chargé de jeunes portant des gants. Ils vont ramasser les cadavres. Il y en aurait peut-être plus d'une centaine après les combats de la semaine dernière. Goma aujourd'hui. Les rues sont moins peuplées que d'habitude, les magasins fermés. Quelques pillards. On a suffisamment souffert, non? Ah ouais, maintenant il faut piller, hein? Ils ramassent les dépouilles des hôtels ou des maisons abandonnées. Le pillage, une habitude que voudraient supprimer, selon eux, les nouveaux occupants de Goma. Ici, dans l'ensemble, les rebelles paraissent plutôt bien accueillis. Au départ, on était tellement inquiets. Parce qu'on ne savait pas de quoi s'est passé, on croyait être conquis par les territoires rwandais, par l'armée rwandaise. Mais depuis ce matin, on a reçu quelques informations que c'est un mouvement de libération qui vient s'implanter pour la prospérité du peuple zaïrois. Quelques hommes armés surveillent la ville. Les routes sont bloquées au nord et à l'ouest, donc pas d'accès aux camps de réfugiés. Les rebelles demandent le retour des organisations humanitaires, mais ont surtout des revendications politiques. Le gouvernement Mobutu, c'est un gouvernement que nous combattons, c'est un gouvernement réellement fatoche, c'est un gouvernement qui a mis notre peuple dans la misère que vous voyez actuellement. Mobutu, dès 1960, il a essayé toujours d'opprimer le peuple zaïrois. Donc il est temps actuellement que vous, l'opinion internationale, sache que le peuple a besoin du changement. L'insistance avec laquelle les rebelles demandent le retour des organisations humanitaires est une tactique habile. Elle leur permet de se donner une bonne image auprès de la communauté internationale et de leur confier le problème des réfugiés, 1 million sans aucune assistance autour de Goma. Pas question pour le Rwanda d'une opération turquoise bis. Les autorités de Kigali ont mis en garde aujourd'hui la communauté internationale contre toute velléité d'intervention militaire sur place. À Marseille, à l'issue du sommet franco-espagnol, Jacques Chirac et José María Aznar se sont prononcés pour l'envoi d'une force multinationale au Zaïre. Plusieurs dirigeants africains sont d'autre part réunis à Nairobi pour tenter de dénouer cette crise. Ce sommet de Nairobi a demandé ce soir le déploiement d'une force neutre en coopération avec l'OUA. Tout de suite le point, Éric Lemasson.
L'accueil solennel réservé par le Kenya aux délégations de 7 autres pays africains aujourd'hui à Nairobi ne doit pas faire illusion. Malgré les déclarations d'intention et les bonnes volontés, ce sommet régional n'est qu'un premier pas timide vers une solution diplomatique. D'ailleurs, le Zaïre a purement et simplement refusé de participer à ces discussions, discussions dont le but est au minimum de répondre à l'urgence d'une intervention humanitaire internationale. Seulement voilà, d'intervention militaire étrangère dans cette région des Grands Lacs, le Rwanda pour l'instant ne veut pas. Le ministre rwandais des Affaires étrangères l'a rappelé aujourd'hui à Bruxelles au cours de ses discussions avec la Commission européenne. Nous nous méfions des forces d'intervention en Afrique sous la couverture humanitaire. Nous connaissons le prix que nous a coûté la zone turquoise. Opération Turquoise, c'était le nom de l'intervention française en 1994. Depuis, la France s'est montrée prudente. Comme l'a rappelé le président Chirac au sommet franco-espagnol de Marseille, la France ne souhaite pas s'engager seule dans ce que Paris appelle une force de sécurisation de la zone. Une force de sécurisation qui doit comprendre des représentants de toutes les grandes nations, et notamment, naturellement, des Américains, qui devrait être décidée par le Conseil de sécurité. Et dans cette course-poursuite des diplomaties face à l'urgence, il y a aussi la question Mobutu. Le président zaïrois recevra demain l'envoyé spécial de l'ONU dans sa résidence de la Côte d'Azur où Mobutu se repose désormais. En Algérie, si l'on en croit le quotidien Liberté, une vingtaine d'islamistes armés ont égorgé 10 femmes et 3 enfants alors qu'ils tentaient de fuir dans un petit village proche d'Alger. Au Pakistan, le président a limogé le Premier ministre Benazir Bhutto, accusant son gouvernement d'être responsable de la mort de milliers de personnes à la suite d'affrontements avec la police ou encore morts en détention. Le gouvernement de Benazir Bhutto est également accusé là-bas de corruption et de népotisme. Benazir Bhutto, âgé de 43 ans, avait été nommé Premier ministre il y a 3 ans. Elle avait déjà été limogée dans des circonstances similaires en 1990. En France, polémique entre les plus hautes autorités judiciaires et le ministère de l'Intérieur. Hier, le président de la Cour de cassation a en effet publiquement regretté le discrédit jeté sur les magistrats par Jean-Louis Debré, qui avait sur RTL critiqué la Cour d'appel de Paris à la suite de la sanction du directeur de la PJ, Olivier Faure. Aujourd'hui, le garde des Sceaux, Jacques Toubon, a pris la défense des magistrats. Le point, Dominique Verdeillan. 2 mois après son installation, Pierre Truche, premier président de la Cour de cassation, renvoie 2 ministres, Jacques Toubon et Jean-Louis Debré, face à leurs responsabilités, face à leurs contradictions. Au centre du malaise, Olivier Faure, directeur de la police judiciaire, sanctionné par la justice pour son attitude dans l'affaire Alphen Tiberi. Olivier Faure, maintenu à son poste par Jean-Louis Debré, qui depuis le début de l'affaire prend la défense de son directeur et s'élève publiquement contre la sanction infligée par les juges. J'ai reçu beaucoup de témoignages de magistrats, de juges d'instruction qui m'ont dit écoutez, tu as raison et je crois que la chambre d'accusation, pour ne pas nommer, et ceux qui ont pris cette décision vont trop loin et se trompent et ne rendent pas service à la justice. Pour Pierre Truche, Jean-Louis Debré est allé trop loin. Le magistrat n'admet pas l'attaque. Elle est contraire à l'indépendance des juges. Il l'écrit à Jacques Toubon, le garde des Sceaux. Pour Pierre Truche, Jean-Louis Debré est coupable d'avoir jeté le discrédit sur des magistrats. Ce soir, le ministère de l'Intérieur parle d'une mauvaise interprétation. En fait, Jean-Louis Debré n'aurait fait que rapporter le sentiment de certains magistrats. La guerre police-justice s'est déplacée sur le terrain politique et au sein même du RPR, on se divise, prenant soit le parti du juge, soit celui du politique. Un ministre, qu'il soit de l'Intérieur ou qu'il occupe tout autre poste ministériel, ne peut pas critiquer une décision de justice. C'est totalement inadmissible, c'est contraire à la loi, c'est même répréhensible. Je tiens à dire que j'ai beaucoup d'estime pour le magistrat qui est M. Truche, qui est un très grand magistrat. Mais il n'a pas, en tant que premier magistrat de notre pays, à intervenir de cette façon, à dresser une remontrance au pouvoir exécutif. Au ministère de la Justice, on affiche le respect des magistrats et de leurs décisions, tiraillé entre la volonté de calmer les esprits et la nécessité de respecter la solidarité gouvernementale. Le petit Johnny, cet enfant de 5 ans qui était le souffre-douleur de ses parents et d'une partie de sa famille, a quitté aujourd'hui l'hôpital de Nancy après une semaine de soins. Il a été placé dans un foyer. Les enquêteurs cherchent maintenant à comprendre comment cet enfant a pu vivre un tel martyre dans l'indifférence quasi générale. Enquête de nos envoyés spéciaux dans les Vosges, Maryse Burgot et Marc Savino sur l'enfant souffre-douleur.
Les habitants du village de Ménil-en-Xaintois ne savaient pas, personne n'a rien vu, alors évidemment, personne n'a rien dit. Pourtant, derrière les murs de cette maison aujourd'hui fermée, il y avait un enfant de 5 ans, battu, torturé par ses parents, jeté dans la porcherie adjacente à la maison lorsqu'il faisait au lit, privé de repas, humilié en permanence. Disons qu'il était debout dans un coin d'une pièce et les deux mains derrière le dos. Et puis bon, au final, il était en pyjama tout sale, des chaussons qui tenaient même plus debout, on ne pouvait même plus appeler ça des chaussons. Hein. Et il avait le visage, quand moi il s'est retourné vers moi, il avait le visage tout bleu, l'œil moitié fermé. Imaginez-vous le boxeur qui sort du ring, pareil. Hein. C'était mercredi dernier. Ce menuisier visite la famille pour être payé après des travaux exécutés dans la maison. Dès qu'il voit l'enfant, il alerte les gendarmes. Johnny est hospitalisé dans un état grave. Les parents sont arrêtés sur le champ et écroués. 3 oncles et tantes qui vivent dans la même maison subissent le même sort. Tous sont mis en examen pour torture et actes de barbarie. Le maire du village explique aujourd'hui que personne ne connaissait l'existence de cet enfant, que les parents étaient des marginaux, qu'ils étaient hébergés chez des proches et qu'ils ne s'étaient jamais présentés à la mairie. Si ça avait été des gens qui étaient venus en tant que locataires dans une maison vide, bon, on aurait su que des gens arrivaient dans la commune. Mais lorsque des gens viennent se réfugier dans une famille d'accueil, et si en plus cette famille d'accueil est en retrait par rapport aux autres familles du village, vous comprendrez que c'est très difficile de savoir ce qui s'y passe. Et voilà comment dans un petit village, un enfant de 5 ans a subi plusieurs mois de torture sans que personne ne le sache jamais. Johnny, qui devait pourtant être suivi par les services d'aide sociale à l'enfance du département des Vosges. Une première fois déjà, il avait été retiré de sa famille parce qu'il était en danger. On l'avait finalement rendu à sa mère, mais une éducatrice était censée le visiter une fois par semaine. Mais un jour, l'éducatrice a perdu la trace de la famille. Son supérieur hiérarchique a accepté de nous parler. Ce qui s'est passé, c'est que le gamin, la famille est partie de Rambervillers sans laisser d'adresse. Donc pendant ce laps de temps, l'éducatrice n'a pas pu suivre la famille, ne sachant pas où il était, quoi. Et cette éducatrice, elle a fait quelque chose pour signaler que la famille avait disparu? Elle a signalé au magistrat immédiatement. Et plus personne ne s'est inquiété du fait que l'enfant avait disparu? Non, puisque, enfin, en ce qui nous concerne, non, puisque, bon, c'était signalé au magistrat, et on ne savait pas où il était. On ne pouvait pas savoir où il était. Nous, on n'a pas les moyens de savoir où il est, quoi. Le magistrat, c'est-à-dire le juge des enfants chargé du dossier de Johnny, n'a pas souhaité nous parler. Lorsque des services sociaux informent un juge de la disparition d'un enfant, celui-ci peut diligenter une enquête de gendarmerie pour essayer de le retrouver. Nous ne savons pas ce soir si cette enquête a été oui ou non effectuée. Les parents de cet enfant ont été écroués. Ils devront répondre devant une cour d'assises de torture et d'actes de barbarie et ils encourent une peine de 30 ans de réclusion. Reste la question épineuse des relations futures entre un enfant aussi jeune et ses parents. Reportage Valérie Astruc. C'était en 82. La France découvrait avec stupeur qu'un enfant avait vécu enfermé pendant 7 ans dans un placard. Dès que l'affaire éclate, le petit David est immédiatement retiré de sa famille et placé en foyer d'accueil. Aujourd'hui encore, c'est la même procédure qui s'applique. Dans un premier temps, si l'enfant est en grave danger physique auprès de ses parents, il peut être retiré en urgence par le procureur de la République. Le procureur de la République ensuite transmet le dossier au juge des enfants. L'enfant est alors placé dans un foyer ou une famille d'accueil. Dans un délai maximum de 2 ans, le juge doit réexaminer la situation. Il peut alors soit prolonger le placement, soit décider d'un retour dans la famille. L'enfant ne verra pas forcément ses parents immédiatement, mais il y aura toujours un travail pour remettre en contact les parents et l'enfant. Mais là, c'est vrai que c'est souvent du cas par cas. Pour que l'enfant retourne dans sa famille, le juge doit s'assurer que toutes les garanties sont prises car sa mission première est de protéger l'enfant. Quant aux parents, leurs actes sont jugés par le tribunal ou la cour d'assises. Monseigneur Louis-Marie Billet, archevêque d'Aix-en-Provence, a été élu aujourd'hui président de la Conférence des évêques de France, actuellement réunie à Lourdes. Louis-Marie Billet, âgé de 56 ans, remplace donc Monseigneur Duval, arrivé en fin de mandat.
Le Saint-Siège a supprimé sa contribution à l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, contribution en fait symbolique de l'ordre de 10 000 francs par an. Dans un communiqué, le Vatican accuse notamment l'UNICEF de promouvoir la contraception et l'avortement. Réunion mouvementée du comité central d'entreprise d'Alcatel CIT. À l'ordre du jour, un plan de suppression de 1636 postes d'ici la fin 1998 sur un total de 9400 salariés pour l'ensemble du groupe. Environ 150 salariés ont envahi la salle et interrompu la réunion. Ces salariés étaient arrivés par car, d'Ormes dans le Loiret, l'un des sites les plus menacés par ce plan de restructuration. Autre usine en première ligne, celle d'Orvaux, près de Nantes, où l'intersyndicale avait appelé à un débrayage et à des manifestations. Reportage Jacques Deveau, Michel Hiver. C'est quoi cette société-là? Discussion houleuse entre le personnel et la direction de l'usine Alcatel. Il faut dire que dans 2 ans, l'établissement de la Garenne à Orvaux aura disparu. Ici, on répare les cartes électroniques des centraux téléphoniques. Conséquence de cette restructuration, 40 emplois supprimés et 30 mutations à l'usine d'Orléans. J'ai des enfants qui ont 15 ans qui sont scolarisés sur Nantes. Pour me permettre de partir sur Orléans, ma femme travaille sur Nantes. Je peux pas. Nos enfants à 20 ans sont trop jeunes et puis manquent d'expérience. Puis nous, on a plus de 40 ans, on a une moyenne d'âge entre 40 ans et 50 ans. Et là, on devient trop tôt, trop vieux. Alors on va nous parler d'une formation demain, une formation pour quoi faire hein? Nous, on fait notre possible pour faire un travail de qualité, dans les délais les plus rapides. Et c'est du sabotage. Mais le travail manque. Tout le monde, salariés ou direction, fait le même constat. Quand les syndicats parlent de volonté délibérée de se désintéresser d'un métier, la direction répond adaptation au marché. On ne peut plus réagir en termes un client, un fournisseur. C'est plus ça du tout. Notre client a plusieurs fournisseurs et nous avons maintenant plusieurs clients. Il faut donc que nous, notre outil de production s'adapte. Une adaptation qui coûte cher en termes d'emploi. 1600 suppressions de postes sur l'ensemble des sites. Les syndicats s'interrogent sur la stratégie du groupe Alcatel. Alcatel était candidat au rachat de Thomson, était prêt à rendre disponible 25 milliards de francs pour racheter Thomson, pour garantir l'emploi à Thomson s'il le rachetait. Et aujourd'hui, chez nous, on n'est pas capable de mobiliser de l'argent et de sauvegarder les emplois. Alors ce matin, 80% du personnel d'Orvaux a débrayé durant 2 heures. Un mouvement commun à toutes les usines Alcatel CIT où la restructuration ne se fera pas dans la résignation. La Bourse de Paris a terminé la séance au plus haut de l'année. Le CAC 40 a en effet gagné 2,11% pour cette seule journée de mardi, soit une progression de près de 17% au total par rapport au début de l'année. Depuis près de 10 ans, la vitesse n'était plus un argument de vente pour les constructeurs automobiles. C'est de moins en moins vrai aux grandes dames de Bison Futé. Luc Bazizin. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. La vitesse comme seul argument de vente. Voiture de course, scénario à la James Bond avec avion de chasse et bombardier aux trousses. C'était l'époque où vitesse et publicité n'avaient pas de limite. Mais en 1988, l'ensemble des constructeurs marquent un stop. Ils signent une charte s'interdisant d'utiliser la vitesse comme argument de vente. Depuis, c'est la sécurité que l'on a principalement vantée. Mais Volvo, qui a déjà largement convaincu dans ce domaine, aujourd'hui se fait rappeler à l'ordre pour cette publicité. Le lecteur apprend que cette voiture peut aller jusqu'à 240 km/h sur circuit. Maintenant, je peux vous affirmer, cette voiture-là, elle peut rouler en 240 à l'heure parce que c'est une information. Mais en publicité, on n'a pas le droit de le dire et on va se maintenir à la déontologie de communication en France. Volvo a donc retiré cet argument de vitesse jugé trop flagrant. Et pourtant, regardez. Aujourd'hui, la vitesse reste visible. Mais le message beaucoup plus subliminal. On devine la voiture, mais pas la puissance. Il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveau une course à la publicité sur la puissance, sur l'agressivité, sur la vitesse dans l'avenir, parce que l'on sait que les effets seraient dévastateurs, en particulier sur les plus jeunes ou sur ceux qui pensent avoir les meilleurs réflexes ou la meilleure conduite, alors que l'on sait que malheureusement le danger sur la route c'est souvent soi-même et pas uniquement les autres. Mais la vitesse enivre les publicitaires, tous les moyens sont bons pour y faire allusion, sans jamais prononcer le mot. Jamais un 16 soupape ne vous fera autant d'effet.
Après les voitures qui vont à toute vapeur, la voile, au vent des globes, Isabelle Autissier est actuellement en tête de ce tour du monde en solitaire et sans escale, devant Hervé Laurent et Yves Parlier. La traversée du golfe de Gascogne a été dommageable pour 4 navigateurs, notamment le doyen de cette épreuve, l'anglais Tony Bullimore, qui a cassé son pilotage automatique, Thierry Dubois, qui voit la coque de son bateau se délaminer, ou encore Didier Mondouteki, victime d'un dématage. Toujours dans notre rubrique que d'eau, en Islande, le gigantesque lac formé sous un glacier touché par une éruption volcanique, ce lac a commencé à inonder les plaines de l'île. Les spécialistes s'attendent à une crue dévastatrice. Patrice Romden. Vatnajökull, le glacier de feu. Comme une chape de cristal posée sur un volcan dont le réveil inonde la vallée. Depuis un mois, l'éruption projette des blocs de glace dans un lac en contrebas. L'eau de fonte s'accumule et creuse des galeries sous le glacier qui dégorge le tout en aval, selon le scénario des crues précédentes en 1938 et 1954. Mais 96 est d'une ampleur sans précédent, du jamais vu, commentent les hydrologues, dans un élan où se mêlent crainte et fascination. Le débit de l'eau atteint 7000 m3 par seconde, 100 fois plus qu'à l'accoutumée. Le torrent de cendres volcaniques endommage les ponts, submerge la route côtière. Cependant, pas de danger pour l'homme. Le premier d'entre eux se terre à 25 km de là, et du haut de sa superbe, le volcan de glace semble indiquer qu'il vaut mieux qu'il y reste. A signaler la disparition à l'âge de 83 ans de Pierre Grimal, l'un des plus fameux latinistes français, un très grand érudit, mais aussi un formidable vulgarisateur qui a marqué des générations et des générations de futurs latinistes plus ou moins distingués. En l'église de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, une foule d'admirateurs a rendu un dernier hommage au cinéaste Marcel Carné, disparu jeudi dernier à l'âge de 90 ans. Beaucoup d'anonymes et quelques rares personnalités, parmi lesquelles l'inoubliable interprète de Quai des Brumes, Michel Morgan, les yeux cachés derrière des lunettes sombres, accompagné de son compagnon Gérard Houry, ainsi que le maire de Paris, Jean Tibéry, qui avait fêté avec Marcel Carné le 30 septembre dernier son 90e anniversaire au légendaire Hôtel du Nord. Sorti sur nos grands écrans demain du film américain Bound, qui a obtenu le prix du jury au dernier festival de Deauville. Il s'agit d'un polar pas tout à fait comme les autres, puisque les héroïnes sont de dames, disons, peu sensibles au charme masculin. Comment est-ce possible? Nicole Cornu-Langlois. À voir cette séquence, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un polar traditionnel, mafia, macho, complot. Gino. Content de te voir. Violette, regarde qui est là. Bonjour Gino, comment ça va? Ah, qui belle. Mais la femme fatale, amie du gangster, reçoit un jour la visite d'un plombier inattendu, sensuel et tatoué. Tout bascule et c'est le début d'une passion dévastatrice. Je te suis très reconnaissante. Laisse-moi t'offrir un peu d'argent pour ça. Non. Tout peut arriver car les auteurs-réalisateurs sont deux frères plutôt potaches qui détestent la convention et préfèrent la provocation. Nous aimons la comédie. Nous aimons voir les gens rire, être effrayés, ne plus savoir où ils en sont. Si vous n'avez pas tout cela dans un film, c'est un film plutôt ennuyeux. Ce qui n'est pas le cas de Bound. Les deux femmes organisent un plan machiavélique pour récupérer le magot des hommes devenus rivaux. Elles ne se contentent pas de s'aimer. Si j'ai un tatouage, peut-être que tu veux le voir. L'idée d'inverser les conventions sexuelles dans un genre classique comme le polar peut faire réfléchir les spectateurs sur leur façon de vivre leur propre sexualité. Il a dormi? Non, mais moi non plus. Toute la nuit, j'ai écouté le bruit. Quel bruit? Le bruit de l'argent. Et qui va le gagner? Une fin immorale. Une fin immorale. Le crime paye, c'est ça la morale. Les frères Wachowski ont réussi leur défi de surprendre et déranger dans ce mélange de suspense, de sexualité et d'humour. Bonne nouvelle pour les passionnés d'archéologie. Un scientifique français affirme en effet avoir découvert dans le port d'Alexandrie, en Égypte, des vestiges qui permettront de localiser des anciens palais de Cléopâtre et d'Antoine. Précision Stéphane Aumont.
Des amours mythiques de Cléopâtre et César, de Cléopâtre et Marc-Antoine, ne restent que les vestiges de leurs palais engloutis. Dans ces rues, entre ces sphinx, a marché la reine la plus puissante de l'Orient, il y a 2000 ans. Les archéologues français ont dû plonger à 3500 reprises dans la baie d'Alexandrie pour dresser la première carte précise de la cité antique submergée après un séisme et un raz-de-marée. En dessous de nous, il y a une île engloutie entièrement pavée, avec de nombreux vestiges qui correspondent exactement aux descriptions du palais de Cléopâtre, par le géographe grec Strabon. Pour percer tous les secrets de Cléopâtre, il faudra maintenant des années de travail aux scientifiques. Nouveau chantier pharaonique à quelques encablures du fameux phare retrouvé par les archéologues il y a quelques mois, la 7e merveille du monde, autre trésor d'Alexandrie et de notre civilisation. Et dans notre grande série, cette époque ne respecte plus rien. Cette toute dernière information en provenance de Shanghai, si l'on en croit une enquête tout à fait sérieuse menée là-bas, près de 70% des couples chinois interrogés ont reconnu qu'ils avaient eu des relations sexuelles avant le mariage. 23h45, dernier journal avec Florence Daucher et notre spéciale élection américaine présentée par Jean-Loup Demieux et Philippe Lefebvre. Demain, Télématin sera également largement consacré à ces élections outre-Atlantique avec comme invité des 4 vérités à 7h50 Pamela Harriman, ambassadeur des États-Unis en France. Bonne fête aux Sylvie, bon anniversaire à Jean-Pierre Papin, 33 ans aujourd'hui. Demain, 13h, présenté par Patrick Chen, le dossier sera consacré au boom des distributeurs automatiques. Je vous donne rendez-vous à 20h en vous laissant méditer ce proverbe. Le mensonge n'est bon à rien puisqu'il ne trompe qu'une fois. Excellente soirée, merci.